Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Manara TV et à votre émission Intérêt Public. Intérêt Public est une émission d'information et de débat. La vie coûte cher, les Tchadiens en souffrent au quotidien. Cherté de vie, à qui la faute? Quelle solution? Pour en discuter, nous recevons aujourd'hui le ministre du Commerce, M. Guibolo Fanga Mathieu. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Nous recevons également M. le directeur général de la Chambre de commerce, M. Moussa Mekarbi. Bonjour. Bonjour, M. Mekarbi. Bonjour. Nous recevons aussi Madame la secrétaire générale de l'association Al-Masir pour l'unité et le développement, Madame Daressalam Halim Abdelkarim. Bonjour, Madame Daressalam. Bonjour. Hello. Et pour finir, nous recevons Madame Zara Mounion Haroun, trésorière générale de l'Organisation des acteurs non étatiques du Tchad, OANET. Sans plus tarder, Mesdames et Messieurs, on va aller suivre la chronique des fidèles. Pays scandaleusement riche en diverses ressources naturelles, le Tchad est paradoxalement confronté à une réalité économique préoccupante, la cherté endémique de la vie. Cette situation, alimentée d'année en année par une augmentation des prix des denrées alimentaires et des matériaux de construction, rend invivable le quotidien de nombreux Tchadiens qui croulent sous le fardeau de la vie chère. Sur les différents marchés d'Indiamena et ceux du pays, les prix des aliments de base tels que le mil, le sorgho et l'huile de cuisson continuent de grimper. L'enclavement du Tchad, qui place le pays à plus de 1200 km du port le plus proche, un très faible réseau de communication, un tissu industriel dérisoire, un circuit aléatoire de distribution sont autant de causes exogènes non exhaustives qui peuvent partiellement expliquer ce que vivent les Tchadiens. Mais cette situation inflationniste galopante ne peut perdurer si l'État avait érigé sa résolution au même niveau prioritaire que la question de la sécurité du territoire. Autant de rencontres avec les opérateurs économiques, des nombres incomptables de chefs des gouvernements qui se sont rendus sur les marchés devant les objectifs des caméras pour soi-disant s'imprégner des réalités des prix sur les marchés. Au-delà des aspects cosmétiques de ces initiatives qui ne sont en réalité que des opérations de communication, les gouvernants de ce pays participent par ces déplacements suggérés que spontanés à porter atteinte à la parole publique et partant à l'autorité de l'État. Car après les balades dans les couloirs des marchés et quelques échanges avec les vendeuses de divers aliments de consommation, rien ne change. Bien au contraire, quelques jours après, les prix grimpent. C'est à se demander si la motivation première de ces déplacements n'est pas destinée à mettre une couche supplémentaire aux propensions spéculatives des marchands véreux. La situation n'est guère meilleure en ce qui concerne les matériaux de construction, alors que le besoin de logements abordables se fait de plus en plus pressant. Les prix des ciments, des briques et les autres matériaux essentiels à la construction ont atteint des sommets. Les artisans et les entrepreneurs locaux déjà en difficulté peinent à proposer des solutions viables aux Tchadiens désireux de construire ou de rénover leur habitation. Cette situation exacerbe le problème du logement, déjà critique dans un pays où le taux d'urbanisation est en constante augmentation. Face à cette crise, la réponse de l'État tchadien laisse à désirer. Bien que des discours politiques évoquent des mesures pour stabiliser les prix et soutenir les populations vulnérables, les actions concrètes se font attendre. Les politiques agricoles sont souvent inadaptées et l'investissement dans des infrastructures reste insuffisant. Par ailleurs, la corruption et la mauvaise gestion des ressources freinent toute initiative visant à juguler un temps soit peu cette situation. Aujourd'hui, les Tchadiens se retrouvent ainsi livrés à eux-mêmes, cherchant des solutions là où il y en a guère. À défaut de faire baisser les augmentations injustifiées des prix, l'État ne parvient même pas à faire stagner ces prix. Cet état de fait dure depuis au moins 3 décennies. Tous les ministres des commerces sont invariablement confrontés à cette réalité. Ils se trouvent à marcher et sur des œufs pour ne pas heurter des intérêts constitués des rouleaux compresseurs. Ces acteurs sont parfois et même souvent commerçants et décideurs à la fois, ce qui entretient constamment la dynamique de ce que les juristes appellent conflit d'intérêts. La solution à la vie chère au Tchad constitue une urgente et nécessite une attention immédiate. Il est essentiel que l'État, avec le soutien de la communauté internationale, élabore des stratégies efficaces pour stabiliser les prix des denrées alimentaires et ceux des matériaux de construction. Cela passe par une amélioration des infrastructures, un soutien accru à l'agriculture et une lutte sérieuse contre la corruption. Ne faut-il pas envisager un jour d'organiser les états généraux sur la vie chère au Tchad?
Mais quelles que soient les solutions envisagées, le meilleur remède demeure une forte volonté politique. Bon courage aux détenteurs du portefeuille du commerce au sein du gouvernement, car la résistance des opérateurs sera de plus en plus forte, tandis qu'en face, les attentes des consommateurs ne feront que croître. Alors, Monsieur le ministre, vous avez écouté et suivi attentivement cette chronique de notre journaliste. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, merci. Suivi avec beaucoup d'attention. Je voudrais en retour vous en remercier, mais dire à l'entame de mon mot que le commerce, en réalité, c'est l'affaire du secteur privé. Tout à l'heure, Fidèle, dans sa chronique, a bien relevé la question de conflit d'intérêts. Et il se trouve que aujourd'hui, l'État est d'une manière ou d'une autre confronté quelques petites fois à certains groupes d'intérêts qui veulent par tous les moyens gagner un marché à travers une subvention ou même dans le cadre des exonérations qui ont été accordées pour se faire un peu d'argent. Et ce n'est pas normal. Puisque j'ai dit que le commerce est l'affaire du privé, mais pas de l'État, ce que l'État fait dans ce cadre, c'est quoi? C'est de mobiliser les stratégies pour encadrer, pour réguler, sinon accorder un certain nombre d'exonérations sur des droits et taxes de certains produits à l'importation. Et c'est ce qui est aujourd'hui fait à travers un arrêté, par exemple, qui a été pris par le ministre des Finances, ministre d'État, ministre en charge des Finances. Très bien, on reviendra dans les détails, Monsieur le ministre. Votre première impression, Monsieur le directeur. Merci. Avant tout propos, permettez-moi d'abord de vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez pour échanger sur cette problématique et qu'il faudrait savoir que c'est une problématique qui est internationale. La préoccupation de cherté de vie n'est pas simplement au Tchad. Elle est au niveau mondial et avec une ampleur et impact assez important issu de la crise russo-ukrainienne. Et aussi, il faudrait qualifier la cherté de vie comme étant la conséquence d'une insuffisance de l'offre. C'est un problème d'offre avant tout. Et c'est l'offre qui est insuffisante qui entraîne une pression sur les prix. Et par conséquent, nous avons une certaine flambée des prix. Mais très sincèrement, il faudrait peut-être un peu plus tard dans nos échanges, on reviendra sur les causes endogènes et exogènes et voir les pistes de solutions que nous envisageons au niveau du secteur privé, les solutions à court, à moyen et long terme pour juguler un peu cette crise. Vos premières impressions par rapport à la chronique et à ce que Monsieur le ministre et Monsieur le directeur ont dit. Merci pour l'occasion qui nous a été offerte. Je saisis de cette occasion pour vraiment féliciter ce que le ministre et le directeur viennent de dire. J'ajoute un peu parce que bon, la cherté de vie, c'est du fait que nous avons abandonné l'agriculture. En fait, l'agriculture a été abandonnée, la vie est trop chère. Le commerçant, c'est eux qui ont le monopole du pouvoir d'achat. Alors, le consommateur ne fait que se soumettre à ce que le commerçant exige. L'État n'existe, les institutions comme la CCAMA, le ministère du Commerce existe. Ils ne font que faire la politique. On reviendra sur les détails plus amplement. Madame Daressalam Halimé, quelles sont vos premières impressions par rapport à cette chronique et tout ce qui a été dit et par rapport aux paroles du ministre et du DG et de votre collègue à côté? Merci Bello, merci de nous avoir donné cette occasion d'en parler aujourd'hui. En fait, mes impressions sont que la chronique n'a fait que relater ce que le Tchadien vit. Les faits sont réels, donc on ne peut rien en cacher et la vie est chère.
les consommateurs en subissent. Et comme nous avons le gouvernement et la CCMA à côté, on trouvera tout au long du débat certainement des solutions auxquelles nous pourrons remédier. Très bien. Monsieur le ministre, les Tchadiens souffrent, la vie coûte cher. Vous, comme responsable, premier responsable politique, qu'est-ce que vous pouvez faire ou qu'est-ce que vous avez fait? C'est quoi les causes de cette cherté? On veut juste comprendre qu'est-ce qui se passe. Comme le directeur général de la Chambre de commerce l'a relevé tout à l'heure, je voudrais rappeler que la cherté de vie est un phénomène multifactoriel. C'est un phénomène mondial, avec des problèmes structurels, sinon conjoncturels, de plus en plus structurels, et cela est beaucoup plus dû au système de changement, de production et de transformation. Aujourd'hui, nous avons certains produits que nous exportons, mais c'est à l'état brut, parce que nous n'avons pas les capacités nécessaires pour pouvoir les transformer. Dès lors, nous ne pouvons pas, à partir du Tchad, fixer un prix en deçà du prix d'achat d'un produit qui est par exemple livré à Douala, parce que à cela s'ajoutent les frais de transport. Je prends le riz. Il est vendu aujourd'hui à combien? De 25 kilos. À Douala, il faut faire un petit calcul et dégager une marge bénéficiaire. Vous aurez le prix net ici en N'Djamena. Monsieur le ministre, le sac de riz ici coûte aujourd'hui 67 500. Ça, c'est le riz l'ail. De 100 kilos. Ça, c'est le sac de 100 kilos. Mais selon mes sources, c'est que jusqu'aujourd'hui, l'État n'a pas pu agir concrètement sur le marché. Vous, en tant que ministre, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour que... On nous dit aussi que les grossistes ont baissé les prix, mais c'est les détaillants qui ne baissent jamais les prix. Vous, comme ministre, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement sur le marché pour que le Tchadien lambda puisse bénéficier de cette baisse? Parce que le riz, sur le plan mondial, a baissé aussi le prix. Donc, on ne comprend pas pourquoi seulement au Tchad, le prix ne baisse jamais. Pourquoi? Justement, sur le plan international, le prix a baissé. Je suis d'accord avec vous. À ma prise de service, je crois beaucoup plus en août-septembre, le riz était vendu à 30 et quelques mille. 30 et quelques. À ce jour, il est vendu à moins de 30 000. Ce n'est pas une baisse. Nous avons eu plusieurs rencontres avec des opérateurs que nous avons eu à interpeller. Nous pouvons vérifier sur le marché aujourd'hui. C'est au niveau des détaillants que le problème se pose, semble-t-il. Pourquoi vous, les autorités, vous ne pouvez pas agir au niveau des détaillants? Parce que tous les grossistes que j'ai demandé, on dit les prix, nous, on les a baissés. Mais au niveau des détaillants, ce n'est pas notre problème. C'est aux autorités de s'en occuper. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour que ça puisse être concret pour les Tchadiens? C'est vrai, ça peut varier d'un marché à un autre. Une différence peut-être de 250-500 francs sur le prix d'un sac de riz. Mais j'étais en train de vous dire tantôt que, à ma prise de service, le sac de riz était vendu à plus de 30 000. On n'en a pas parlé aujourd'hui, il est vendu à moins de 30 000. C'est sur le marché, vous pouvez le vérifier. J'ai eu des rencontres avec plusieurs opérateurs, surtout les grossistes, qui ont accepté de diminuer. Mais je ne peux pas tout le temps communiquer sur cette baisse. Et comme je l'ai dit, c'est un phénomène mondial. On est parti d'un système de transformation, d'un système de production pour arriver à cette situation. Au Tchad, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Ce sont beaucoup plus les consommateurs, fonctionnaires de N'Djamena qui se plaignent beaucoup plus. Pourquoi? Parce que celui qui produit ne se plaint pas beaucoup. Hein. Vous avez parlé tout à l'heure du riz de l'ail. Il est vendu aujourd'hui à combien? Peut-être à 55 000, 60 000. Le prix que j'ai ici, c'est 67 500. Le riz tchadien. En tout cas, à partir de l'ail, le prix est connu, tout comme à N'Djamena, le prix est connu. Il n'y a pas... alors, ma question est simple. Pourquoi le prix du riz de l'ail coûte si cher alors que c'est produit au Tchad? J'étais en train de vous dire que le producteur, lui, il ne se plaint pas. Il veut vendre à un bon prix. Et il y a la qualité du produit.
il y a l'exportation et l'importation. Nous avons tenu compte du besoin actuel du pays. On a dit que voilà, s'il faut, en sus de la production nationale, importer des produits, alors il faut que le prix réponde. Il faut que le prix soit raisonnable. C'est pourquoi le prix aujourd'hui est fixé conformément à la loi relative à la concurrence, la loi 43. Parce que en matière d'offre et de la demande, c'est aussi la liberté. Et c'est prévu par la loi. Nous ne pouvons pas empiéter sur cette loi ou encore violer cette loi pour dire que voilà, le prix doit être celui-là. L'État intervient lorsqu'il y a subvention, lorsqu'il y a par exemple exonération des droits et taxes sur certains produits. Et c'est ce que nous faisons. Je voudrais aussi préciser que sur les marchés, beaucoup plus les samedis, il y a des opérations qui sont faites, qui sont organisées par le ministère du Commerce. Et nous, les missions sont beaucoup plus diligentées de concert avec les services de la mairie et des marchés, notamment le directeur de marché. On fait un contrôle pour comparer les prix, pour sensibiliser les commerçants, surtout les détaillants, pour que le prix soit le même. Ce travail est en train d'être fait et c'est connu de tout le monde. Et je crois qu'il y a le Premier ministre déjà qui a fait une sortie, comme vous l'avez constaté, et nous travaillons à cela pour que le prix soit maîtrisé, puisqu'il faut le réguler. Et c'est notre travail. Monsieur Makerbi, est-ce que c'est pas, vous êtes le patron du zone des commerçants, est-ce que le phénomène des flambées des prix, est-ce que c'est pas par la faute des commerçants véreux? Qu'est-ce que vous, en tant que patron des commerçants, vous pouvez faire pour que tout le monde respecte la loi et respecte les règles du jeu? Dire que c'est la faute des institutions comme la CCMA ou bien c'est les commerçants véreux. Déjà, le terme véreux, commerçant véreux me gêne. Mais tous les Tchadiens en parlent, hein, les commerçants véreux. Il y en a des bons commerçants aussi, voilà, je vous l'accorde. Justement, il faut relativiser et ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais il y a plus de véreux qui me semble, il y a plus de véreux que de vertueux. Ça, c'est votre appréciation. Je vous laisse mettre de cette appréciation. Mais pour revenir sincèrement sur la préoccupation par rapport au prix du riz qui varie. Déjà, la production de l'ail ne couvre pas la totalité de la demande au niveau national. Donc, il faut la compenser par une quantité qui vient de l'extérieur. Et dans la technique de négociation en termes d'achat, quand vous achetez un bateau, c'est pas la même chose que comme le font nos commerçants. Ils achètent 4 conteneurs, 10 conteneurs, 20 conteneurs, soit 1000 tonnes, 10 000 tonnes par rapport à un bateau. Les forces de négociation ne sont pas les mêmes. Donc, ce qui fait que nous achetons en petite quantité et ça nous revient plus cher. Pourquoi les commerçants ne se mettent pas ensemble en consortium pour acheter? Justement, on est en train de réfléchir à cette solution-là. Ça arrive. Maintenant, il faudrait convaincre l'ensemble de ces opérateurs en fonction de leurs intérêts aussi. Parce que les opérateurs économiques sont rationnels avant tout. Tout opérateur économique, qu'il soit même formel ou informel, il évolue dans la rationalité. Il ne peut pas aller acheter un produit à un prix et revenir le vendre en deçà du prix qu'il souhaite avoir. Donc, par conséquent, il y a ce problème-là aussi. Non, personne ne compte les bénéfices, mais c'est le bénéfice exagéré, c'est exagéré. C'est la loi de l'offre et de la demande. Le marché peut réguler ça, la main invisible peut réguler ça. Mais le Tchad n'est pas un pays, n'est pas une économie forte, bien organisée, bien structurée. Justement, ce sont ces insuffisances-là qui font que nous sommes dans cette cherté de vie-là. Si vous me laissez développer un peu l'argumentation. Le fait que nous importons en petite quantité, ça freine déjà sur la baisse des prix. Deuxièmement, nous avons un problème de stockage. Si nous importons en grande quantité, nous n'avons pas des magasins de stockage. Des grands pour pouvoir stocker et écouler pendant 6 mois, 7 mois. Ce que nous importons, on le liquide le plus tôt possible, parce que plus vous le gardez, plus vous allez avoir un coût supplémentaire. Mais c'est pour ça que j'ai dit, vous êtes des hommes d'affaires, vous devriez avoir tout de suite le ministre, pour ne pas le contredire, a dit que le commerce c'est une affaire privée. Oui, je n'en disconviens pas. Vous faites de l'argent. Pourquoi vous ne pouvez pas vous organiser pour avoir justement toute la chaîne pouvoir conserver ces produits-là à une longue durée et pouvoir maintenir le prix assez bas? Nous y attelons à cela. Maintenant, il faut une couverture de l'État aussi pour pouvoir garantir l'importation en très grande quantité. Parce que c'est en termes de financier, ça pèse. Mais le financement pose problème aussi. Mais si on s'arrange et qu'on trouve un appui de l'État pour couvrir un peu sous forme de garantie,
ça serait une très bonne chose. Et on va résoudre ce problème. Madame Dar es Salaam, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces argumentations? Merci, Bello. Moi, je pense que du côté de l'État, que ce soit du côté de la CICAMA, si monsieur le directeur nous dit qu'après 30 ans ou après 20 ans, c'est maintenant qu'ils veulent réguler cette histoire, je pense qu'il y a pas une bonne volonté de ce côté, parce que du moment où, de l'autre côté, il y a la population qui souffre, la ménagère souffre. Vous voyez, donc je pense qu'il va falloir soit, on aurait dû penser à cela avant, et réguler les prix. Surtout, n'oubliez pas que nous sommes au mois de Ramadan. Le mois saint de Ramadan où les fidèles et les femmes font des équations pour aller au marché. Une femme à qui le mari tend un billet pour aller au marché, au sortir de la maison, fait toutes les équations pour qu'à la fin de la journée, elle puisse servir un iftar digne. Mais c'est très difficile. Donc moi, je pense que ces argumentations que vous venez de nous présenter devaient être réfléchies bien à l'avant. Et aujourd'hui, on ne serait pas là en train de parler. Peut-être que vous allez nous dire qu'on a fait, mais on est là à écouter des choses qui sont encore peut-être... que des promesses, promesses, qui ne veut pas utiliser promesses, mais peut-être qu'on ne va pas avoir une issue 6 mois ou une année après. Et je pense que l'année prochaine, nous allons encore nous retrouver sur ce plateau pour discuter Madame Zara. Tout à l'heure, monsieur le ministre vient de dire que la loi est là et qu'il y a de contrôle sur le marché. Mais ça n'a pas servi à grand-chose. Chaque fois, on voit la distance sur le marché, que voilà, les autorités sont sur le marché, et que voilà, ceci, cela, il y a la sensibilisation, mais le commerçant ne peut pas diminuer son prix tant que lui, il achète cher. Quitte à l'État maintenant de prendre ces dispositions pour que la chérité de vue, on ne le sent pas. Comme venait de dire Madame la Présidente à ma droite, Madame Halime, la femme souffre pour se rendre au marché, pour trouver quelque chose. Mais ce n'est pas seulement les femmes qui souffrent, et les hommes aussi souffrent avec. Mais la souffrance des femmes est trop énorme. C'est trop énorme par rapport aux hommes. Monsieur le ministre, vous entendez toutes ces voix-là. Vous êtes ministre. Je pense que vous avez aussi une brigade de contrôle des prix. Qu'est-ce que vous faites de cette brigade? Pourquoi elle ne va pas sur les marchés publics pour contrôler les prix? Ça se fait dans d'autres pays en Afrique. Ça se fait au Cameroun, ça se fait au Niger, ça se fait. Pourquoi c'est impossible au Tchad? Les commerçants sont trop puissants, le lobby est très puissant. Pourquoi vous ne le faites pas? Merci. Les commerçants ne sont pas trop puissants. Il y a des commerçants véreux, il faut le reconnaître, je suis d'accord avec vous. C'est un peu partout, pas seulement chez les commerçants, dans d'autres secteurs également. Parlant des commerçants, à l'entame, dans sa chronique, Fidèle a relevé la question de conflit d'intérêts. J'ai également eu à dire que c'est vrai, cette question nous pose problème. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens, il y a certaines personnes, un groupe de personnes, qui apparemment se délectent un peu de la souffrance de la population, des consommateurs, et veulent profiter de cette situation pour se faire de l'argent. Ces gens essayent de surfer un peu sur la vague pour parler de cherté de vie, pour parler de pénurie, pour parler de tout. Et au finish, il y en a qui nous saisissent, viennent nous rencontrer, parfois sur instruction, et c'est de leur donner les marchés pour importer assez de produits et les vendre. Et en réalité, c'est pour nous demander de faire du business. Nous ne sommes pas au ministère pour faire du business. Est-ce que c'est des subventions? Oui, l'État peut subventionner. C'est ce que beaucoup demandent, c'est ce que je suis en train de dire. Donc ces gens-là essayent de faire le tour pour dire qu'il y a réellement cherté de vie. Mais sinon, sur le marché, là, il n'y a pas beaucoup de... Il y a une baisse quand même. Hein. Il faut le reconnaître. Je ne sais pas si tout le monde va au marché, mais sur le marché, il y a une baisse. La brigade est là.
mais elle est envieuseuse, la brigade économique. Et pourquoi? Elle est envieuseuse parce que on n'active pas comme ça une brigade de contrôle. Il lui faut tous les éléments nécessaires pour lui permettre de contrôler. Ce que nous faisons, sans vous couper la parole, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est quoi? C'est de mettre sur le marché les techniciens du ministère. Il y en a qui sont assermentés, il y en a qui ne sont pas assermentés. Donc, ceux qui sont assermentés, la plupart, vont sur le marché pour contrôler les prix et les comparer. C'est le travail qui est en train d'être fait maintenant. Je ne sais pas ce que les autres ministres ont fait avant moi, mais en ce qui me concerne, je suis en train de travailler réellement sur cette question. Mais que l'on comprenne que c'est un phénomène mondial, comme je l'ai dit. C'est un phénomène multifactoriel. Ce n'est pas seulement au Tchad. Ailleurs aussi, on a vu, il y a des augmentations. C'est dû peut-être à la production, à la transformation. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Donc si sur le marché, un produit a augmenté de prix, il faut se demander c'est quoi le problème. Et nous cherchons, à travers le contrôle que nous menons, d'équilibrer les prix. Mais monsieur le ministre, je vais poser ma question autrement. Il y a une brigade, vous nous dites, il y a une brigade de contrôle des prix, mais elle est en veille. Qu'est-ce qui bloque pour que cette brigade soit active sur le marché? Qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est que le commerce n'est pas l'affaire de l'État. Le commerce, c'est l'affaire du privé. Mais là, il ne s'agit pas, monsieur le ministre du Commerce, il s'agit de contrôler les prix. Et je m'explique. Le rôle de l'État. Je m'explique. L'État régule. À un moment donné, l'État peut homologuer le prix et autres. Et j'ai parlé de subventions, j'ai parlé d'exonération au préalable. Sinon, il n'appartient pas à l'État de venir perturber les gens. J'ai parlé d'un produit. J'ai pris l'exemple d'un produit, du riz par exemple, qui est vendu à Douala à 20 000. Vous voulez qu'il soit vendu ici à combien? Au Tchad, à 20 000, mais faites le travail à la place des opérateurs. Non. Il faut qu'on comprenne que à ce prix de 20 000 vendus ou livrés à Douala, les frais de transport s'ajoutent et il faut également une marge bénéficiaire à cet opérateur. Il y a des grossistes qui sont là, qui font le travail. Bon, le directeur général de la Chambre a parlé d'une organisation en cours pour commander assez de produits. Ça, c'est leur organisation à leur niveau. Mais en ce qui nous concerne au ministère, nous rencontrons presque tous les jours des opérateurs. Nous travaillons avec eux et le travail est en train d'être fait. Mais monsieur le ministre, une marge bénéficiaire de 1 000 francs suffit. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Une marge bénéficiaire de 5 000, de 10 000, l'État doit tout de suite taper sur les commerçants qui font ces choses. Et pourquoi, par exemple, les prix ne sont pas affichés? Quand on va au marché, on demande comme ça. L'État doit, comme on dit, réguler et prendre les moyens pour réguler, sinon ça va être la jungle. Madame... Monsieur le ministre, vous avez mentionné quelque chose de très important en disant que si le prix du sac de riz à Douala est vendu à 20 000, à N'Djamena, vous voulez qu'on le vende à combien? C'est une très bonne question. Mais moi, je me dis, si l'affaire du commerce est, si le commerce est l'affaire du privé, je pense que la CCAMA est sous le parapluie, si je me trompe, du ministère du Commerce. Donc, vous, en tant que ministre, et si vous venez d'arriver, si vous voulez ravir la vedette à vos prédécesseurs, vous auriez dû quand même, vu la cherté de vie dont on n'a pas cessé de parler, faire des propositions à ces messieurs qui étaient là avant vous pour que de Douala, ce prix à 20 000 pour ce qui est du sac du riz, l'État pouvait au moins subventionner cette marge pour que le consommateur tchadien puisse au moins en bénéficier. Et là, vous allez vraiment, on va dire que c'est tel ministre qui l'a fait, et vous allez faire en sorte que amener l'État à subventionner les autres articles qui vont s'en suivre. Moi, je suis étonnée de voir que, généralement, je ne pars pas au marché tout le temps. Donc, à l'approche du Ramadan, je me suis rendue au marché, mais il y avait une flambée énorme. Je vous assure. Alors, pour voir l'exemple parfait, on va aller suivre un reportage sur la flambée du prix.
L'objectif principal de l'exonération des taxes était de rendre les céréales plus accessibles en abaissant leurs coûts sur le marché local. Les denrées alimentaires de base, notamment le mil, le sorgho et les riz, constituent des éléments essentiels du régime alimentaire du Tchadien. L'augmentation citoyenne de prix au fil des ans a engendré une précarité alimentaire croissante, rendant les initiatives gouvernementales d'autant plus cruciales. Toutefois, la réalité du marché tchadien révèle des dysfonctionnements structurels qui limitent l'impact positif des mesures adoptées. Une situation qui préoccupe et questionne sur les actions des acteurs clés du marché tchadien et de la volonté politique d'industrialiser le secteur agroalimentaire. L'un des principaux obstacles à la baisse de prix réside dans la chaîne d'approvisionnement. Même si les céréales importées sont exonérées des taxes, les coûts logistiques des transports et des distributions restent élevés. Dans un schéma de spéculation où les paniers de ménagères pèsent de moins en moins et où les opérateurs économiques et les autorités se régent mutuellement la faute, quel sort pour les citoyens qui restent entre le marteau et l'enclume du poids de la cherté de vie qui n'a d'autre alternative que de subir, mais jusqu'à quand? Bien que l'initiative d'exonération de taxes sur les céréales importées représente une mesure prometteuse, elle n'a, à ce jour, pas réussi à répondre aux attentes de la population tchadienne. Les opérateurs économiques, souvent plus concentrés sur leurs propres marges bénéficiaires que sur le bien-être du consommateur, et les autorités qui semblent parfois déconnectées des réalités du terrain, se renvoient la responsabilité de cette situation, créant un climat de méfiance entre la population et les acteurs du marché, exacerbant ainsi la crise économique et sociale. La cherté de la vie est donc un poids de plus en plus lourd pour les citoyens tchadiens. L'accès à des aliments essentiels devient une lutte quotidienne et les alternatives sont rares. La dépendance des importations alimentaires rend le pays vulnérable aux fluctuations de marchés internationaux. Même si le gouvernement a mis en place l'initiative d'exonération des taxes sur les céréales importées, cette mesure n'a pas eu l'impact escompté sur le quotidien des Tchadiens. Alors, monsieur le ministre, on va revenir à vous encore. Le reportage parle de coûts de transport, de coûts de logistique. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'un sac de riz vendu à, le prix est connu, Douala, à 22 000 francs, 22 000, 22 500, mémé et autres, ça dépend de la qualité du riz. Le prix est fixé par un acte du ministre du Commerce camerounais parce qu'il y a eu une subvention à un moment donné. Puisqu'il est vendu à 22 000, 22 500 à Douala, ajoutez simplement 5 000 francs comme frais de transport de ce sac de riz. Il est vendu ici à N'Djamena à combien? Parce que comme je l'ai précisé, à mon arrivée, le sac était vendu à plus de 30 000. Aujourd'hui, il est vendu à moins de 30 000. Mais vous avez félicité le gouvernement. Il faut commencer par là. Il faut le reconnaître. Monsieur le ministre, on n'a pas à féliciter le gouvernement. Nous sommes des citoyens, et je parle pour tout le monde. Le gouvernement doit juste faire son travail. Les publics ou les citoyens n'ont pas à le féliciter. C'est plutôt un gain politique qu'il va peut-être capitaliser plus tard. Et je ne sais pas si on se comprend, mais vous êtes dans votre rôle, c'est que les Tchadiens se nourrissent et se nourrissent de façon correcte. Tout, ça fait partie de vos responsabilités. Justement, je ne vous demande pas non plus de féliciter le gouvernement, mais de reconnaître qu'il y a une baisse sur le marché de beaucoup de produits. Maintenant, ceux qui veulent surfer sur la vague, parler de cherté de vie, alors ça c'est leur problème. Donc il n'y a pas de cherté de vie. Il y a cherté de vie à travers le monde, mais pas au Tchad. En réalité, c'est les gens de N'Djamena qui parlent beaucoup plus de cherté de vie. Que les gens de province? Ceux de province n'en parlent pas assez. Monsieur Sakal, l'autre expert qui va... Je ne viens ici que de façon assez anecdotique et je viens de la province. Je vous assure que surtout malgré les moyens très peu élevés des gens de province, les prix sont aussi chers qu'à N'Djamena, si ce n'est plus sur les marchés. Je viens de ça. Et je vous affirme que c'est aussi cher qu'à N'Djamena qu'à ça. Mais je ne veux pas m'insurger ni m'élever en tant que spécialiste. Mais il y a des gens actuellement, des commerçants qui sont là et qui pourraient répondre actuellement à votre assertion que vous venez de parler à propos de la cherté de la vie et surtout de leurs difficultés. Je crois qu'il y en a un qui peut me dire exactement dans le sens de ce que vous voulez dire. Merci, cher pénaliste, pour le débat très passionné et très intéressant. Mais ici, j'aimerais m'adresser directement au monsieur le ministre s'il le faut. Que fait
vous, pour nous les commerçants, qui subissons des difficultés énormes pour les transports de nos marchandises par voie maritime et aussi Douala Djamena, voire Kiribi Djamena, puisque nous traversons dans ces trajets des difficultés logistiques et bien d'autres. Cela est parfois qui fait qu'il y aura un coût direct aux consommateurs locaux et qui parfois nous traite des professionnistes et pourtant nous sommes les premières victimes. Merci. Alors, monsieur le ministre. Bien, merci. Je me réjouis de voir dans la salle un opérateur, un commerçant qui... C'est un commerçant, c'est bien ça? Exactement. Alors, avec un spécialiste qui essaye de poser des questions qui ont tout leur sens. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de cherté de vie, je n'ai pas dit que les consommateurs en souffrent. C'est une préoccupation légitime. Je voudrais simplement relever que le problème en réalité, c'est N'Djamena en premier. En province, ça va. Il n'y a pas trop de casse-tête comme ici. Il n'y a pas assez de plaintes. Concernant vos difficultés, vous savez pertinemment que nous n'avons pas de façade maritime. L'éloignement des ports et le coût de transport, les difficultés de transport sont là. Ce que nous faisons en tant que gouvernement, c'est de vous faciliter la tâche sur ce corridor avec les autorités camerounaises, par exemple, pour ce qui concerne le Cameroun, ou encore d'autres pays. Mais nous ne pouvons pas fixer un prix à notre niveau ici au Tchad pour dire que le prix de tel produit à telle destination est fixé comme tel. Nous ne pouvons pas empiéter sur les compétences dévolues aux autres autorités ou pays. Nous agissons uniquement dans la limite de notre compétence ou de nos attributions. C'est ce que nous faisons. Mais nous sommes conscients de cette situation qui est préoccupante, il faut le reconnaître. Sur le marché, c'est vrai, il y a à un moment donné une certaine flambée du prix, mais ce n'est pas à tous les niveaux. C'est pourquoi l'équipe technique du ministère, qui fait régulièrement le contrôle, essaie de comparer et d'équilibrer. Ce travail est fait tous les jours presque, beaucoup plus les week-ends. Monsieur le directeur, à qui la faute? Est-ce que c'est la faute au transport, comme le dit votre collègue commerçant ici, opérateur économique? Bon, le ministre venait de dire à l'entame de ses propos que c'est un phénomène multidimensionnel. Ça veut dire qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Les commerçants, de façon générale, ils ont la structure des prix. Ils déterminent toutes les charges au préalable avant de fixer leur marge bénéficiaire. Vous avez parlé tout à l'heure de marges bénéficiaires qui vont jusqu'à 5 000, 10 000. Et l'exemple du riz pris par M. le ministre tout à l'heure montre tout à fait le contraire. Mais si on va un peu plus en profondeur dans l'analyse de la structure des coûts... Allez-y en profondeur, on vous écoute. Une marchandise qui est importée de l'Indonésie, de l'Inde ou bien de la Chine va subir un coût de fret maritime. Ça, c'est un facteur exogène. Nous ne maîtrisons pas. Il y a des facteurs exogènes qui s'imposent à vous. Mais monsieur le directeur, le prix par exemple, le 20 juillet 2023, l'Inde est un grand pourvoyeur du riz. Les prix ont baissé parce qu'avant, l'Inde a interdit l'exportation de ces marchés du riz. Mais ils ont levé cette interdiction et les prix ont baissé. Mais ici au Tchad, on n'a pas ressenti. Je vais vous expliquer. Lorsque ça a été interdit, l'exportation du riz à partir de l'Inde, quelle était la conséquence? Les prix ont flambé. Les prix ont flambé. Maintenant, quand ils ouvrent automatiquement, il faudrait un laps de temps nécessaire pour pouvoir relancer la machine pour importer. Mais c'est 2023 là. Je comprends. 2023, les opérateurs ils font en termes de prévision. On est en 2025. Je sais bien. 2025, avec tout ce qu'il y a comme crise au niveau mondial, avec le problème de taux de change,
c'est une autre variable qu'il faudrait tenir compte. C'est une variable exogène. Et puis le problème de transfert des opérateurs économiques pour acheminer le fonds nécessaire pour pouvoir importer. Ça, c'est encore des problèmes avec les banques. C'est encore des problèmes. Donc, il y a une multitude de facteurs qu'il faudrait analyser et comprendre. Maintenant, le gouvernement fait un effort en exonérant. Sauf que nous, on dit qu'il faudrait exonérer d'autres produits aussi. Mais la question, justement, la question... J'aimerais insister sur ce point. Ce qui est exonéré, le riz, le sucre n'est pas exonéré, l'huile n'est pas exonérée, les pâtes alimentaires ne sont pas exonérées. Vous comprenez? C'est des produits de première nécessité, non? Et maintenant, si le gouvernement fait l'effort d'exonérer, vous allez voir un mécanisme, un changement mécanique qui va s'opérer en termes de concurrence entre la consommation des produits. La baisse de... Mais je vais aller vers le ministre. La question, c'est l'exonération. Parce que la plupart des Tchadiens, la plupart des hommes d'affaires, je ne vais pas parler pour eux, mais disent que ces exonérations sont factices. Ah, sont factices parce que pourquoi? Je m'explique. Sont factices pourquoi? Parce que même si on exonère, il y a toujours un petit douanier quelque part qui leur fait les poches. Comment on peut résoudre ce dilemme-là? Est-ce qu'il ne faut pas travailler en symbiose avec les finances, avec les douanes, avec la Chambre de commerce? Est-ce qu'on ne peut pas prendre des mesures beaucoup plus concrètes, plus fortes pour que cela cesse? Très franchement, je pense que je vais peut-être encore me répéter, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas tout contrôler à la fois. C'est un travail de chaîne qui est en train d'être fait. Depuis notre arrivée, nous sommes en train de travailler à fond. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un délai? C'est-à-dire dans 6 mois, ça va être correct, dans 1 an? Non, il n'y a pas de délai. Nous ne pouvons pas parler de délai. Par contre, nous, à notre niveau, ce que nous faisons, il y en a qui nous suivent, un groupe de personnes qui décident d'alléger le panier de la ménagère en cette période de Ramadan. L'État doit dégager un certain nombre de fonds en termes de milliards. On est d'accord pour la subvention. Ces gens se trouvent être des personnalités de l'État avec qui il faut s'associer pour commander des produits importés, c'est-à-dire à l'extérieur, importés. La marge bénéficiaire doit leur revenir. Et donc, entre nous, c'est des business. J'ai été clair. Je ne peux pas rentrer dans ce genre de business. Maintenant, en ce qui concerne l'État, l'État doit faire son travail. Donc, monsieur le ministre, si je comprends bien, il y a un lobby qui agit en arrière. Il y a des gens qui passent leur temps à parler de la cherté de vie. Je vous ai dit qu'il n'y a même pas cherté de vie au marché. J'ai pris l'exemple du riz, pas sur tous les produits. En ce qui concerne l'huile, par exemple, le directeur général demande qu'on élargisse un peu. Mais donc l'État connaît ces gens-là. Qu'est-ce qu'il fait avec ces gens? L'État doit les connaître, ces gens qui agissent en arrière. Monsieur le journaliste, ça peut être vous. Non, moi je suis journaliste. Au sortir je suis pas commerçant. De ce plateau, vous me demandez, il y a par exemple telle possibilité dont on peut se faire des sauts. Je m'oppose à ce genre de démarche. C'est pourquoi je dénonce ce genre de comportement. Et ces gens, quand on leur refuse ces services, ils vont sur les réseaux sociaux ou bien passent par des gens pour parler de la cherté de vie. Donc la cherté de vie, c'est mondial. Elle est montée de toutes pièces. Non, pas montée de toutes pièces, c'est mondial. Mais non, oui, c'est mondial, monsieur le ministre. Il faut le préciser. Oui, c'est mondial, on veut bien, mais nous, on est au Tchad, on a un gouvernement. Qu'est-ce que ce gouvernement fait? Qu'est-ce que ces autorités font? Qu'est-ce que ces commerçants font? Je vais pas Nous avons opté, monsieur le journaliste, pour l'industrialisation du pays. Sur certains produits qui ne sont pas exonérés aujourd'hui, par exemple, des droits et taxes. Comme quel genre de produit, par exemple? Nous avons une huilerie dans le pays. Mais si on s'hasarde, c'est fini. On va fermer les portes de cette huilerie. S'il faut industrialiser le pays, il faut prendre des mesures sérieuses. Il est des produits de première nécessité qu'il faut exonérer, mais pas tout. Donc si on a opté pour l'industrialisation du pays, on doit nécessairement tenir compte de certains aspects et prendre des mesures. Ça fait partie des mesures. Nous ne pouvons pas tout exonérer.
C'est pourquoi vous allez constater que certains produits... Après, on va au public. Une réaction au plateau. Oui. Monsieur le ministre, vous avez évoqué l'histoire de l'huilerie. Moi, je me rappelle très bien, dans les années 89-90, c'était la première fois que je venais au Tchad. Je constatais pendant mon absence qu'on avait effectivement l'huilerie qu'on appelait DIN. Donc, DIN du Tchad, on avait aussi des Vénoises. Non, on avait aussi un peu de sucettes et autres qui venaient aussi du sud du Tchad. Donc, au lieu d'investir de l'autre côté, maintenant où on doit payer des taxes et autres, pourquoi ne pas réveiller tout ça, remettre en marche et sensibiliser les Tchadiens à consommer local plutôt que d'acheter des matériels qui nous reviennent déjà chers. Et de relais de tout ça, on se retrouve avec des petites tâches en ce qui concerne les huiles qui viennent de la Malaisie. Quand on se retrouve en ville, on discute avec les femmes, il y a des personnes qui ont même des réactions cutanées venant soi-disant de cette huile. Donc moi je me dis, je ne vais pas vous demander à le faire dans l'immédiat, mais ce sont plutôt des suggestions qu'on pourra vous apporter dans votre démarche au sein du gouvernement. Si on peut réveiller ce mécanisme, que ce soit l'huilerie du Tchad, que ce soit les rizières du Tchad, et faire aussi des jumelages avec les pays comme l'Inde, et pour qu'on puisse avoir une production de riz. On se résume, puis après on va qui sera, voilà, merci. Vas-y. Alors, ma question est de savoir, cette question est adressée directement à Monsieur le ministre du Commerce. Parce qu'à l'entendre parler tout à l'heure, je suis un peu sidéré d'écouter que la cherté de vie se ressent seulement en N'Djamena, et non dans des provinces. Posez votre question. Alors, vous savez, Monsieur le ministre, pour avoir un repas de qualité au quotidien, il faut être un génie dans le calcul. Ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous pourriez nous faire vos calculs pour nous servir d'exemple, et peut-être qu'il y a des femmes dans cette salle, elles peuvent apporter également leur exemple. Oui, merci. Comment faire, Monsieur le ministre, pour dissuader certains commerçants véreux et certains commerçants anarcho-profito-situationnistes qui exploitent la misère des consommateurs? Qu'est-ce que le ministère du Commerce fait? Et je voudrais aussi vous poser pourquoi la brigade de contrôle est en veilleuse, alors que sous d'autres cieux, c'est cette brigade-là qui fait un travail remarquable, qui dissuade les commerçants à respecter les prix fixés. Quand vous augmentez un prix, le gouvernement fixe. Quand vous augmentez, c'est vrai, on les frappe. Mais ici, on ne voit pas. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des produits qui ont vu leur prix revu à la baisse. Mais moi, je voudrais savoir, est-ce que ce genre de mesures ont été prises, mais est-ce que vous avez communiqué pour rassurer les consommateurs? Mais sinon, à vous entendre, c'est que le ministère du Commerce, c'est un aveu d'impuissance en quelque sorte. Sinon, on est laissé à notre soif. Monsieur le ministre, répondez à cette Merci. Je vais, de manière transversale, répondre à tout le monde pour dire que je voudrais insister là-dessus. Le commerce, ce n'est pas l'affaire de l'État. Le commerce, ce n'est pas en réalité le travail du ministère du Commerce. Nous mobilisons les stratégies, nous déployons les avantages nécessaires pour accompagner le secteur privé ou encore les opérateurs économiques dans leur activité. En ce qui concerne le contrôle, il faut au préalable connaître la personne à contrôler, c'est-à-dire l'opérateur ou le commerçant. Il faut le recenser au préalable, le sensibiliser au préalable avant d'agir dans un cadre de contrôle et pouvoir le frapper. Sinon, vous allez rater votre cible. Peut-être que c'est un innocent que vous allez frapper. C'est pourquoi j'étais en train de dire tantôt que nous sommes en train de sensibiliser. Nous sommes très avancés sur cette question. Et nous n'avons pas opté pour la communication pour le moment parce que ça ne sert à rien de communiquer. Parce qu'on a vu, on a beaucoup communiqué peut-être par le passé. C'est inefficace, donc il ne faut plus chercher à communiquer pour le besoin ou avoir le plaisir plutôt de communiquer. S'agissant du calcul demandé,
C'est très facile. Je viens par exemple, j'ai vu N'Djamena, je voudrais vous dire, j'ai vu N'Djamena pour la première fois le 10 octobre 2006. Je n'ai pas cherché à venir en ville pour bousculer les gens dans les marchés. Je suis resté dans mon coin. En province, je ne viens pas de l'étranger non plus. Je viens de Biliamboursi. C'est la zone de... Ça, c'est Bongor, ça. C'est Bongor. C'est la zone du riz, ça. Du riz, le casier A. Là où il y a l'usine des grenages de riz. La toute première installée. Et le sac coûte combien là-bas? Alors, le sac coûte 40 000. Et vous pouvez le vérifier. Vous pouvez aller sur les marchés de Biliamboursi. C'est toujours cher, même à Blangoursi. C'est une zone de production. Mais le sac est de combien de kilos? Posez-vous la question, il est de 100 kilos. En tout cas, c'est ce qu'il faut comprendre. Vous pouvez aller vérifier et me dire si c'est vrai ou faux ce que j'ai dit. Mais ça évolue chaque jour. On est peut-être parti de 35 000 pour arriver aujourd'hui à 40 000. Avec le temps, on ira jusqu'à peut-être 60 000. Donc, il y a 10 ans, peut-être ce sac était vendu à 20 000. Dans 10 ans, il sera peut-être vendu à 100 000 le même sac. C'est pourquoi je vous ai dit que ce n'est pas seulement au Tchad, mais il y a ce débat-là qui intéresse certaines personnes. Donc, quand vous n'avez pas les moyens pour rester à Bangali, je vais vous demander humblement, très gentiment, de rester en dehors du pont. À Walia, à Toukoura, loin là-bas, et vous allez vivre normalement, tranquillement. Que de bousculer les gens au centre-ville. Moi, par exemple, je vis en dehors de la capitale, du pont. Je suis à Walia. Donc il y a un travail à faire au niveau des ménages même. Oui. C'est-à-dire, il faut qu'on soit vraiment sérieux avec nous-mêmes. Pour quelqu'un qui a 100 000, il vit à Kabalay ou je ne sais pas, ici au centre-ville, il est sur les réseaux sociaux tout le temps pour parler de la cherté de vie. Mais ce n'est pas lieu. Il faut te retirer de là, aller rester à Walia. Monsieur le ministre, il y a ce qu'on appelle quand même la liberté de circulation et d'habitation. C'est un citoyen, il peut choisir vivre où il veut. Et peut-être que le prix à Kabalay doit refléter la vie, les moyens des gens de Kabalay. Ce n'est pas tous les gens de Kabalay qui peuvent acheter un grand sac de riz à 60 000. Donc, encore une fois, c'est à l'État peut-être de baisser les prix, mais ce n'est pas au bonhomme de déménager et de ne pas venir à N'Djamena. Je n'ai pas fini, je vais chuter donc, pour dire que en réalité, ce que l'État fait aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'industrialiser les pays. Et nous avons opté, l'État, je vais parler plutôt de l'État, l'État a opté pour l'investissement dans la production. Nous allons désormais accompagner. Et c'est pourquoi nous parlons de la mécanisation de l'agriculture. Mais monsieur le ministre, vraiment sans vouloir l'autre là, est-ce que c'est pas des 20 mots? Parce que industrialiser quoi, comment? Je veux dire, parce que tout le monde connaît ces pays, il y a tellement de difficultés. Les Tchadiens veulent une solution urgente. Est-ce qu'il faut attendre jusqu'à ce que le Tchad soit un pays industrialisé pour pouvoir manger un bol de riz moins cher? Monsieur Makerbi. C'est vrai que l'industrialisation est un processus. Ça paraît très loin. Oui, c'est vrai, ça paraît un peu loin, mais il faut commencer. Nous sommes à une situation assez difficile et on a tendance à oublier. Tout à l'heure, madame a rappelé quelque chose d'important, c'est qu'une des raisons de la flambée des prix, c'est le fait d'avoir délaissé l'agriculture. Si nous investissons réellement dans l'agriculture, en maîtrisant les coûts, la formation, parce que ce que nous faisons actuellement, ce n'est pas professionnel. Et nous n'avons pas une cartographie assez correcte de tous les grands agriculteurs de ce pays-là. Donc, au niveau de la Chambre, nous sommes en train de réfléchir sur cette stratégie-là exactement, en voulant mettre en place une école pratique d'agriculture pour former les agriculteurs dans ce domaine-là et répondre à cette alors, en attendant l'industrialisation, madame, on viendra au public, madame. Par rapport à cette industrialisation, il faut l'électricité en parallèle aussi. Il y a des insuffisances, il y a des, comment on appelle, des contraintes. C'est pour ça que j'ai dit que ça paraît tellement... Les contraintes, il faudrait aussi les transformer en opportunités d'affaires pour le secteur privé. Parce que si
Alors, pourquoi vous, vous dites quand c'est le commerce, c'est à nous, et quand il s'agit des investissements, vous voulez l'argent public? C'est pas que nous voulons l'argent public. Non. C'est pas que nous voulons l'argent public. C'est qu'il faut les subventions, c'est de l'argent public. Moi, je n'ai pas demandé de subventions. Subventionner à quelle hauteur et pendant combien de temps? Lorsque vous parlez des exonérations, c'est aussi l'État qui perd. Si on vous exonère tout le temps pour que cela baisse, c'est aussi une perte dans la caisse de l'État. C'est beaucoup d'argent que l'État perd. Et en même temps, vous dites non, le commerce est privé. Et puis, quand vous avez besoin de l'État, non, il nous faut donc. Non, ça vous paraît paradoxal. Oui, Madame Zara. Tout à l'heure, on parle plus d'exonération de produits importés. Mais pourquoi pas investir dans le produit local? Puisque en ce moment, même localement, c'est cher. Tous les produits amenés de dehors vers N'Djamena, c'est toujours cher. Donc, il faudrait plutôt... Si c'est cher, c'est qu'il y a des raisons. Il faut chercher à identifier. C'est ça le problème. Il faudra identifier le coût du transport, lui, ça parlait de transport. Le coût du carburant qui est passé de 500 francs à 700 francs et du gasoil de 600 francs à 800 francs. C'est pas impactant ça pour l'opérateur? Mais il faudra voir comment aider l'agriculture pour qu'il puisse améliorer son travail et peut-être être rentable pour les autres. Oui, public micro, s'il vous plaît. J'ai suivi évidemment les argumentations des uns et des autres, mais je voudrais poser une question un peu pratique. Monsieur le ministre, en 2022, quand vous fûtes conseiller juridique du Premier ministre, nous avions pris part à une rencontre avec les opérateurs économiques et le Premier ministre. Le problème d'exonération lié aux matériaux de construction. Le ministre des Finances, qui est actuellement en poste, avait donné l'information que les ciments à l'importation étaient exonérés. Mais sur le marché, le prix n'avait pas changé. Est-ce que l'État ne pêche pas par faiblesse en termes de suivi de la mise en œuvre de ses propres mesures? Ça, c'est ma première question. La deuxième question s'adresse à M. le DG. Il a parlé de l'insuffisance de la production locale. En parlant du riz. Mais l'État, en fait, le Tchad est un pays vaste. Je ne sais pas si ce n'est pas le 4e pays en termes de superficie. Attention, il y a le Soudan qui est divisé en 2, je ne sais pas maintenant. Ah oui, 5e. Ok, d'accord. Ok. Alors, les terres sont arables. On dit qu'il y a 33 millions d'hectares de terres arables. Pourquoi l'État n'influerait-il pas dans la subvention de l'agriculture en facilitant les conditions de la productivité pour qu'on essaie de limiter, par exemple, l'importation des produits de consommation, le riz, par exemple, pour faire baisser le prix? Il y a beaucoup de paramètres. Vous avez parlé aussi de l'insuffisance, ou bien la faiblesse. Alors, Fidèle, la question. Oui, j'ai posé déjà une deuxième question. Je vais à la deuxième question. Pour le DG. Vous avez parlé de l'insuffisance ou bien des faibles capacités des stockages, des magasins qui n'existent pas. Mais pourquoi? Ce n'est pas la superficie qui manque là aussi. Alors, pourquoi l'État n'essaierait pas d'intervenir pour l'existence sur des grandes surfaces des magasins pour augmenter la capacité de stockage des produits afin de faire baisser le prix? Ça, ce sont des mesures, par exemple, pratiques. Mais ne répondez surtout pas, M. Fidèle. Merci. Allez-y, M. Merci. C'est une pertinente question. Votre question, c'est vrai, en son temps, j'avais pris part à plusieurs rencontres autour de la cherté de vie, mais aussi le prix du ciment, surtout la flambée. Je voudrais, tout en vous remerciant, dire que le gouvernement a créé des zones spéciales, des zones économiques spéciales qui sont aujourd'hui gérées par l'Agence d'administration des zones économiques spéciales, qui est l'AZES. Et
c'est cette institution de l'État qui administre toutes ces zones ou encore le développement de ces différentes chaînes de valeur. Et pourquoi dans un premier temps, nous avons opté pour l'industrialisation de la filière bétail-viande avec le partenaire ARES. Et les deux parties, à savoir le gouvernement et l'ARES, ont mis en place une société commune qui est l'AMCHAT, qui s'occupe aujourd'hui de cette activité et c'est visible sur le terrain. Et c'est fonctionnel de manière, tout ça, là? Oui, c'est fonctionnel. Faites quand même un tour là-bas. C'est assez grand. D'ailleurs, les industries d'abattage, le CIAL, qui est le complexe industriel de l'abattoir du Logone, a été mis à la disposition de cette société commune. Et c'est opérationnel aujourd'hui, nous exportons. Et les zones économiques aussi viande. sont fonctionnelles? C'est de ça que je parle. Okay. Elles sont fonctionnelles de manière progressive, nous sommes en train de les développer. Il y a l'agriculture également dans ces zones économiques spéciales. Donc, c'est pour ça que nous avons opté pour la mécanisation, sinon l'industrialisation de l'agriculture. S'agissant des prix du ciment, en raison de divers facteurs conjoncturels, il faut le dire ainsi, le Tchad traverse depuis un certain temps des difficultés d'approvisionnement en ciment. Il faut quand même le reconnaître. Et ces perturbations ont entraîné une augmentation soudaine, sinon une soudaine du prix et une très forte hausse, conduit parce que à, le sac est à 12 000 aujourd'hui. Conduit à une pénurie de ciment. En réalité, ces facteurs conjoncturels résultent beaucoup plus du coût de production, des contraintes liées à l'importation des matières premières essentielles ou encore fondamentales à la production du ciment, des difficultés de transport, de l'éloignement de ports et autres, comme je l'ai précisé. Notre besoin de consommation actuel est de l'ordre de 500 à 600 tonnes par an. Et là, nous produisons, je crois, autour de 400, plutôt 400-500, mais le besoin réel par an est de l'ordre de 800 à 1 million de tonnes. C'est pourquoi nous avons, à notre arrivée, abrogé un arrêté qui interdisait l'importation du ciment. Nous avons donc abrogé cet arrêté et désormais nous importons. Le prix a un peu baissé. À notre arrivée, il était vendu, le sac, je parle du sac de ciment, parce qu'il y a les CPJ 35, les 42 et les 45, à 10 000, 9 000, 8 000. Aujourd'hui, les prix, c'est 9 000, les prix usine bien sûr, 9 000 et quelques, 8 000 et quelques, 7 000 et quelques. Et vous pouvez le consulter en ligne. C'est d'ailleurs sur la page, par exemple, de la CIMAF. Donc, c'est ce travail-là que nous faisons. Depuis que nous sommes là, nous avons contribué à beaucoup de baisses. Même le carburant dont il parle, il y a eu une baisse, légère baisse. Très bien, on va de 10 francs, de 30 francs. On a beaucoup fait. Le gouvernement a beaucoup fait. Très bien, depuis 2024. On va prendre une question de l'expert Koulamala. Monsieur le ministre, vous avez dit tout à l'heure que le commerce, c'est le secteur privé et c'est un conflit d'intérêts. Je voudrais vous poser la question. Il y a des commerçants qui travaillent avec l'État. Je suis aussi une commerçante qui travaille avec l'État. Quand on fait un contrat avec l'État et qu'on est payé normalement sur le contrat au bout de 30 jours, on a livré la marchandise et au bout de 5 ans, on n'est pas payé, on n'est plus commerçant. Ça, c'est ma première question. Qu'est-ce que vous pouvez faire à cela? Deuxième question, sur le code du citoyen tchadien, un fonctionnaire n'a le droit de faire que de l'agriculture et de l'élevage. Et aujourd'hui, c'est un secret pour personne que les fonctionnaires, pratiquement tous, sont des commerçants.
qu'est-ce que vous pouvez faire pour remédier à cela et vraiment trouver des solutions urgentes? Parce qu'un commerçant qui travaille, lui, il a en face de lui la personne qui détient le marché et qui exécute lui-même le marché. C'est très compliqué pour nous. Je vous pose la question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour cela? Et ma troisième question, c'est peut-être une suggestion. Pourquoi ne faites-vous pas au ministère du Commerce des portes ouvertes pour permettre aux commerçants de venir plus souvent et parler de leurs difficultés et trouver des solutions? Merci. Quand on s'engage dans un contrat ou un marché avec l'État, il y a des obligations qui pèsent sur chaque partie. Vous allez vous appeler toujours commerçant. Et la vie d'une entreprise est connue, hein, vous pouvez être en difficulté et il y a une procédure de redressement. Tout est prévu par la procédure en matière de droit des sociétés. Ce qui se passe le plus souvent, c'est que les gens gagnent les marchés chez l'État, s'arrangent. Il y a d'autres véreux dans les services de l'État. S'arrangent avec des responsables ou cadres véreux pour faire des fictives. C'est quoi les réceptions fictives, monsieur le ministre? On ne lit bien mais on gagne service, mais on s'arrange à se faire payer. On se fait payer de l'autre côté, sans livrer les biens. Mais s'il y a un ministre ou je ne sais pas responsable qui dénonce ce genre de fait, c'est fini. On peut vous mettre sur la liste noire parce que vous ne vous êtes pas bien comporté. Est-ce que vous avez? C'est ce qui se passe le plus souvent. Mais là, quand vous êtes en règle, suivez la procédure, vous allez obtenir paiement. C'est tout. En tout cas, c'est ce que je vous demande de faire. Monsieur le ministre, elle dit 5 ans. Il faut s'entourer de garanties. 5 ans. Oui, il y a des cas, il y a ce genre de situation qui arrive. L'État peut ne pas être au courant de beaucoup de choses. Parce que dans la chaîne, quand vous partez vers quelqu'un avec... le problème parfois, c'est les commerçants eux-mêmes. On vient me voir pour dire, tu me donnes le marché, tu auras tel montant. Ça, c'est la corruption, ça. Oui, en tout cas, je dis, c'est ce qui se passe le plus souvent. Il y a une marche, on va vous dégager cette marche, et donc donnez-moi le marché. On vous donne le marché, le gars prend l'argent, et puis vous allez suivre la procédure. Quelque part, vous allez croiser un autre pour dire, je vous donne telle somme d'argent, faites-moi aboutir le dossier, et ainsi de suite. Au finish, vous êtes coincé parce qu'entre-temps, vous avez dépensé assez d'argent, et vous n'avez rien gagné. Donc c'est par la faute aussi des fois des commerçants qui jouent ces jeux. Maintenant, chez moi, quand il y a un contrat et que vous livrez, on vous paye. Je demande qu'on vous paye, on vous paye. S'il y a un seul qui n'a pas été payé, qui est en train de me suivre, puisque mon numéro est connu de tout le monde, qu'il passe me voir. Et qu'il vienne ici à la télé dire clairement qu'il n'a pas été payé. Voilà, on a des opérateurs. Je vous prends tous à témoin. Très bien. Et brièvement, monsieur le directeur, parce qu'on va aller suivre un vox pop. Oui, brièvement pour répondre à la préoccupation qui a été soulevée par monsieur Fidel Kofiné, comme nom. C'est une très bonne préoccupation pour l'agriculture, le développement de l'agriculture. La Chambre, une de ses fonctions, c'est de faire le plaidoyer. Ce n'est pas simplement de représenter et défendre les intérêts du secteur privé, mais aussi de jouer le face entre le secteur public et privé et faire aussi des plaidoyers. Par rapport à l'agriculture, nous avons suggéré, je crois en 2022-2023, qu'il y ait une exonération sur l'ensemble des matériels agricoles à l'importation. Et le ministère des Finances nous a écoutés, il a exonéré. Donc, et aussi pour les matériels photovoltaïques. Ça a été la même chose. Donc, parfois, c'est le dialogue ou bien la communication qui n'est pas passée, mais le fait que le secteur privé lui-même s'approprie ses préoccupations et qu'il va voir les autorités en insistant sur le bienfait et en termes de retombées, quand vous voulez convaincre un ministre, il faudrait que les arguments que vous possédez, vous présentez, soient des arguments valables. Si ce n'est pas valable, vous repartez avec vos argumentations. Bien, donc, ce que nous avons fait en termes
d'intérêt pour le pays, en termes de l'intérêt pour le secteur agricole, pour la croissance et surtout pour la création d'emplois, parce que nos villes sont en train de se vider. Et ça aussi, c'est une des raisons de la cherté de vie, parce qu'il n'y a plus de bras au niveau local pour des bras valides pour le travail sur place. Bien, monsieur, donc, il y a beaucoup de choses qui se font. On va aller à la lumière de DI, la voix de Dieu. Écoutons et regardons. Les choses sont devenues de nos jours très chères au marché. En pensant qu'avec le carême de nos sœurs, de nos frères musulmans, les choses allaient s'améliorer un peu dans notre pays. Mais malheureusement, les choses sont encore chères, plus que celles d'avant. Maintenant, nous demandons juste à ce qu'on puisse améliorer ou bien un peu de revoir les prix des denrées alimentaires dans notre pays. Essayer de revoir et de donner certaines choses pour que même le pauvre puisse trouver un peu plus Risi kora betu dumia 50 dumia gudra mafi ni seke be yalwa ana mandara bijal la mandara bijal ko gaidin o su wani depo ga su be patara sana seke bi na ko dunia no da bana kala ni kala gabe su ga wara o kusana kala da kan kusana katira gabe wara o ga ni seke bo ana abina tabana katira kal nasema aso kaida nasema kala mana abiga tabsuda kala gaba la kuma mala sawuda gaba da war sai ne debe de buanti yali yakul ana gaidin gus mafi abini tila kuma bi yanga bi dara takul mai le gus su kul mafi ana masatin sai ke bi duniya nan ah on pour yana ana kuma da kuma masadol kala gus sai bi chadi na kul duniya ri chadi wo mafi chadi nda gus manya mu ba. Monsieur le ministre, c'est un peu en arabe de notre ville commune, Bongor. Et la dame dit Gourouda Gabilawara. Donc ça veut dire qu'il faut baisser les prix. On ne va pas concrètement un dernier mot. Parce qu'après, on va vous laisser partir parce que vous avez des réunions. Je vais vous dire quelque chose. Le monde évolue. Je vous ai dit de cela 10 ans, c'était pas le même prix. On a parlé d'un seul produit, le riz. C'était vendu peut-être à 20 000. Vous voulez qu'on, je sais pas, qu'on diminue le prix, qu'on baisse le prix pour toujours. Mais dans 10 ans, ça va pas être le même prix. Il va être vendu à 100 000 peut-être. Parce qu'on évolue. J'espère qu'entre-temps, les Tchadiens vont s'enrichir aussi. Non, pas du tout. Puisque c'est pas seulement au niveau du Tchad. On évolue et donc, on suit le rythme du monde. C'est pas seulement au niveau du Tchad qu'on va décider de tout baisser. Mais monsieur le ministre, on peut pas suivre le rythme du monde sans suivre les réalités de son pays. Maintenant, en ce qui nous concerne ici, là, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'équilibrer le prix, c'est de fixer, c'est-à-dire c'est de réguler, c'est de trouver le prix raisonnable. C'est ce prix-là qu'on est en train de contrôler, de réguler. Mais nous ne pouvons pas dire que le sac qui est vendu à Douala à 22 000 doit être revendu ici à N'Djamena à 18 000. Nous ne le ferons pas. C'est pas notre travail. Monsieur le ministre, monsieur le président, le patron de commerçants, dites-nous de façon plus simple, pourquoi nous produisons du ciment et le ciment est plus cher ici? Pourquoi nous avons du pétrole et le pétrole est cher? Allons au Niger à côté. Le carburant à la pompe, c'est 400. Ils n'en produisent pas encore. Nous avons une raffinerie pourtant. Au sujet de l'agriculture, s'il vous plaît, sur ce plateau-là, on devait normalement... Le ministre de Commerce, c'est insuffisant. On devait appeler le ministre le ministre de la Sécurité publique pour nous dire pourquoi il a laissé les éleveurs en pâture en train de se pavaner sans être... Enfin, je suis suivi parce qu'ils ont détruit les champs de riz. Non, revenons. Ils ont détruit ça. On organisera sur les... Est-ce qu'on a réussi à évaluer les champs qui ont été dévastés? Monsieur Sylvain, posez votre question pour le conflit agriculteur-éleveur. On reviendra un jour. Posez votre question au ministre par rapport à la recherche de vie. En fait, toutes ces questions-là,
Bon, comme le journaliste m'a restreint un peu. Non, non, je ne vous restreins pas du tout. Ok, je ne vous restreins pas. Vous avez posé une seule question. Après, madame. Merci. C'est juste, je voudrais me rapprocher au ministre de dire qu'à chaque fois, après 10 ans, les choses vont s'évoluer encore de plus. Au lieu de réduire, il nous dit encore de monter les prix. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que l'Amérique même s'est enrichie de l'agriculture. Pourquoi pas nous? Il faudrait qu'on descende au terrain. Alors, votre question. Hein? Ma question, il faudrait qu'il nous fasse quelque chose pour descendre au terrain. Pour nous dire qu'il y a encore il nous donne encore la peur de dire que les prix vont s'augmenter encore. انتوا قبلتوا في الاكل. انا اقول لك موضوع اخر شيء. الايجار هنا البيت الان فين جمعنا ده بيجي قاسي الاوين. الايجار اول 2500 3500 اليوم ل 7000 الدانيه وهذه مرات تاجيرها بعيالها. دوك غنى قبلوا فوق نشوفوا قبال الاكل. شكرا. Monsieur le ministre. انا امني انقر كميه. Monsieur le ministre et les autres. Monsieur le ministre, allez-y. Madame, je voudrais le préciser, dans 10 ans, 5 ans, le prix ne va pas être le même. Ça peut être en hausse, tout comme en baisse. Dans tous les cas, il doit y avoir des changements. Il faut investir dans l'agriculture, c'est ce que le gouvernement fait aujourd'hui. J'ai bien précisé que nous avons opté pour l'industrialisation, pour la mécanisation de l'agriculture, également l'élevage qui est là. C'est pourquoi nous avons mis en place des zones économiques spéciales qui sont administrées par l'ASES aujourd'hui. Parlant du carburant, parlant du ciment. En ce qui concerne le Niger, Sylvain, je pense que il y a des raffineries. Peut-être que vous n'êtes pas informé, mais le Niger a des raffineries. Donc, dire que c'est des produits raffinés, donc c'est normal que le prix soit 400 ou 500, je ne sais pas. Tout comme, mais nous n'avons pas la même... Aujourd'hui, nous importons en grande quantité, beaucoup plus du Niger. Et c'est le Niger là qui a cette raffinerie. Et donc, c'est pour dire que le Niger dispose de raffineries. Donc, il y a des raffineries au Niger et c'est normal. C'est un pays voisin qui nous accompagne dans beaucoup de choses. Et il n'y a pas lieu de dire qu'il n'y a pas de raffinerie là-bas. Donc c'est une information que je voudrais porter à votre connaissance parce que nous signons les autorisations d'importation de carburant. Et c'est beaucoup plus à partir du Niger, de la Libye, ça peut être le Cameroun, ainsi de suite, pour renforcer notre capacité de production. Je voudrais aussi un peu revenir à Madame la Présidente, la rassurer et lui dire que la Chambre de l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui en place. Nous avons également à notre arrivée fait adopter les textes d'application parce qu'elle est créée par loi. C'est pour nous permettre désormais de gagner les marchés des routes, les grands marchés parce qu'on vous limite un peu, j'ai l'impression. Donc vous aurez accès aux gros marchés comme les hommes. Parce que nous parlons désormais de parité, où vous avez un quota et autres. Celui-là va être respecté. Oui, monsieur là-bas, donnez-lui le micro. يعني خلينا في المعيشة غلات المعيشة يعني حاجة قديم يعني مالك معيشة قاسية مالك معيشة قاسية حاجنا في ده في حاجنا كتير المعيشة قاسية سيد الوزير يعني سؤال لك المعيشة انت قلت كونك وزير التجارة لازم تعرف انت كيف يبقى يعني معيشة يكون ارخص يكون غالي وانت كيف تعني انا كمواطن يعني ممكن في الضمان المعيشة نعيش المعيشة غلات المعيشة مش مشكلة يا سيد الوزير مشكلة الاحتياط ما عندنا احتياط مثلا انت قلت في كاميرون يعني شوال الرز 4000 وحاجة ونحن يجون اقل من 6000 معناتها نقص شوية يعني لازم نشكر الحكومة انا معك نشكر الحكومة بس السؤال وين الاحتياط وين الاحتياط ويعني حاجينا اكثر من مرة في عاصمة جمينة بس لكن وين الاقاليم الحاري Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. J'aimerais savoir pourquoi le gouvernement descend et inspecte les marchés et revenir sans apporter des solutions. Et même s'il décide au lendemain, on voit toujours les flambées des prix au marché. Alors, quelle est la solution apporterez-vous pour éradiquer ces phénomènes?
Très bien. Une dernière question ici, s'il vous plaît. Parlant du riz, je voudrais intervenir par rapport aux propos du ministre du Commerce qui disait que le riz à l'ail coûte 20 000 et autres. Mais pourquoi aller importer le riz qui coûte trop cher? Pourquoi ne pas encourager, puisque le ministre lui-même est de la zone de riz. Donc on peut déjà, partant de votre localité, encourager la culture de riz et encourager également la consommation locale. Alors, posez votre question, madame. Oui, donc maintenant, en accord, vous devez, comment on appelle, travailler en symbiose avec le ministre du Transport pour un peu diminuer et revoir surtout le domaine de la logistique. Parce que de l'ail en N'Djamena, le prix augmente. Donc, il faudrait vraiment qu'on fasse quand même le contrôle dans ce domaine. Bon, merci. Je vais directement à ma question. Bon, comme nous sommes toujours dans le rubrique de consommation locale, j'ai une question à poser au ministre. Est-ce qu'on peut espérer que la consommation locale peut commencer par le gouvernement? Pour ne pas vous dire de copier le Burkina, mais est-ce qu'on peut déjà commencer à consommer nos produits? Les tissus, par exemple, pour les élèves et étudiants, vous voyez, n'est-ce pas? Et les magistrats, et pourquoi pas aussi habiller les membres du gouvernement par nos produits locaux. Oui, je voudrais directement à la question à Monsieur le ministre qui s'est longuement appesanti sur la création des industries agroalimentaires, etc. Mais là, est-ce que c'est pas une fuite en avant, puisque nous avons déjà des industries comme les grands moulins du Tchad qu'on peut réhabiliter. Nous avons par exemple la société industrielle de viande, nous avons par exemple la coopérative des transporteurs tchadiens, nous avons par exemple la société de production animale. Non, mais j'avais dit, j'ai posé la question d'abord avant de citer ça. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas réhabiliter ça que d'endormir les gens que non, on va créer des industries, etc. Voilà. Très bien. Monsieur le ministre. Bien, merci. Il y a plusieurs questions à la fois. Je vais répondre de manière transversale. Nous avons opté, je l'ai dit, pour l'industrialisation, pour l'investissement dans l'agriculture et l'élevage. Parce que bien avant l'ère pétrolière, c'était beaucoup plus ces deux secteurs-là qui servaient beaucoup plus d'économie à notre pays. Nous pouvons réhabiliter ce qui est à réhabiliter et en créer d'autres. Parce que tout ne peut pas être réhabilité. Il y en a qui sont déjà hors d'usage. Hein. Je parle des parcs, ça peut être les parcs industriels beaucoup plus. Donc, si une industrie est hors d'usage, on peut alors envisager une nouvelle qui est mieux adaptée aux nouvelles technologies, parce qu'il y a les progrès scientifiques et techniques à tenir compte également. Nous ne pouvons pas faire fonctionner une usine de 1960, comme c'est le cas de l'usine de production de riz chez moi, où une étude est en cours et on est en train de réhabiliter la dite usine. Mais il y a des périmètres irrigués qu'il faut également réhabiliter avant de réhabiliter. Là, c'est le casier B de Bongo? Le casier A. J'ai parlé, oui, justement, c'est le casier A et B. Madame, j'ai pas parlé de l'ail, j'ai parlé de la zone de Bongo. Maintenant, le coût de transport, alors, c'est un autre sujet. Et nous en discutons également et une solution sera trouvée, mais pour ce qui concerne le transport au niveau national, parce que à l'extérieur, nous n'avons pas le pouvoir d'imposer quoi que ce soit aux autorités d'un autre pays. Et c'est pour ça que j'ai parlé de la volonté du gouvernement d'accompagner les opérateurs. La cherté de vie, on ne cessera d'en parler. Mais toujours est-il que si le gouvernement doit accompagner sur un certain nombre de mesures, comme l'exonération aujourd'hui ou encore la subvention, nous allons toujours accompagner les opérateurs pour alléger un peu les consommateurs. Mais ce n'est pas à tous les niveaux, c'est pas concernant tous les produits également. Et sur la réhabilitation des industries? Justement, c'est ce que j'étais en train de dire. On ne peut pas tout réhabiliter. Parfait.
On va finir avec nos experts qui vont nous donner un résumé de tout le débat. Monsieur Sakal, le micro est à vous. Nous avons actuellement de la vie, de la cherté de la vie et des problèmes endogènes et exogènes qui font que notre vie est chère dans ce pays. Monsieur le ministre a donné ses arguments en disant que de toutes les façons, nous sommes dans un monde global et nous agissons très peu sur les problèmes exogènes qui puissent agir sur la cherté de la vie. Et nous avons en projet, c'est bien ce que j'ai cru comprendre, en projet des pistes et beaucoup de chantiers pour pouvoir que cette vie devienne moins chère. Mais je pense que monsieur le ministre actuellement n'a fini que de nous dire de prendre notre mal en patience, que d'un moment à l'autre, la vie sera moins chère. Et il n'y a que ceux qui y croient qui seront payés, malheureusement. Madame Koulamalla. Merci, monsieur le ministre. Moi, je vous rejoins sur quelque chose. Vraiment, il n'y a pas une grande cherté de vivre au Tchad. Parce que avant de venir, quand j'ai été invitée, je suis allée au marché faire moi-même mes courses ce matin. J'ai vraiment trouvé les prix de légumes tellement abordables que pour toute une semaine, j'ai dû seulement dépenser 12 000. Donc, il faut seulement aider pour que dans certains produits, comme le maraîchage, qui n'est pas vraiment extraordinaire, l'État doit s'investir pour aider à ce que les prix restent à peu près les mêmes. Et faire des industries pour que, par exemple, la concentration des tomates, la conservation des autres produits, pour que la vie vraiment au Tchad soit plus belle. Merci. Monsieur le ministre, dernier mot, tour de table. Vous avez quelque chose à ajouter? Alors, mon dernier mot, c'est de rassurer les consommateurs, de leur demander de prendre leur mal en patience et de croire au gouvernement. Et qu'en réalité, sur le marché, il y a assez de la spéculation en ce qui concerne les produits. Et comme Madame Koulamalla l'a rappelé, en réalité, il y a quand même une légère baisse des prix sur beaucoup de produits. Maintenant, il y a un certain nombre de personnes qui veulent coûte que coûte qu'on en parle, qu'on en débatte, mais c'est aussi à raison. Et donc, c'est pour dire que le gouvernement est là pour accompagner les consommateurs, pour accompagner le secteur privé. Il déploie les moyens nécessaires, accorde les avantages. En accordant les exonérations, par exemple, l'État perd assez. Mais c'est pour alléger un peu les consommateurs. Donc, en réalité, il faut aller sur les marchés et vérifier le prix soi-même. Nous régulons à travers les comités de régulation, qu'il s'agisse des ciments ou d'autres produits. Aujourd'hui, la situation est en train de se stabiliser en ce qui concerne, par exemple, les ciments. Et ça va être sur tous les autres produits également. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On s'excuse au niveau du public, il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas pu aborder. Vous avez tout vu ici et entendu sur l'intérêt public, c'est parce que c'est l'intérêt de tout le monde. Merci à tous les invités, merci au public, merci à nos techniciens